Bonjour Jacques, bienvenue sur Fréquence Populaire. Merci de revenir nous voir et nous éclairer de tes lumières. Merci beaucoup, Georges. Bonjour à toi. Alors, comme je ne suis pas très gentil, j'ai préparé un programme très très copieux dont nous avons discuté. On verra si on va y arriver, mais il se passe tellement de choses entre chacune de nos entrevues que il est difficile de tout suivre en détail, mais tu vas sûrement nous aider. Et pour commencer, j'ai noté hier que tu avais, hier, le 30 octobre, que tu avais tu as eu un combat à fleur et moucheté avec le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Monsieur Camé, qui lui a suivi Jean-Noël Barrot, notre ministre atlantiste des affaires étrangères, qui considère qu'il y a 1 million de morts du côté de l'armée russe, que son armée, en gros, s'effondre, que c'est 40, l'exportation se sont effondrées de 41%, qu'il y a une inflation, bref, que tout va mal. C'est fini, les carottes sont cuites, Moscou est en train de perdre la guerre. Et puis ça rejoint un texte que je t'avais envoyé de Guillaume Duval, l'ancien rédacteur en chef d'alternatives économiques, qui a récemment fait un meeting avec Glucksmann pour sauver la démocratie européenne, où lui aussi, donc là, il avait publié chez la Fondation Jacques Delors pour l'Europe, à peu près sur les mêmes bases. Donc toi, tu les as rattrapés en leur expliquant, mais en fait non, voici les chiffres. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais nous dire où on en est justement de la situation de l'économie russe? Et puis, est-ce que vivons-nous dans des mondes parallèles où les réalités sont différentes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu veux, c'est un peu comme dans un western. T'as la brute et t'as le truand. Dans ce camp-là, il n'y a pas de bon. Le truand, c'est Jean-Michel Barrot, et c'est là où c'est peut-être le plus important et le plus grave, parce que il est quand même ministre des Affaires étrangères de la France. Ce que dit Jean-Noël Barrot, ce qu'il dit n'a tout simplement pas de sens réel. Alors, je passe sur les morts. Medusa, qui est une ONG très anti-Poutine d'ailleurs, qui essaye de faire un compte exact, estime actuellement le nombre de morts à 200 000, peut-être un peu plus. Bon, allez, disons 250 000. C'est déjà beaucoup, hein, il faut le dire, hein, 250 000 morts, c'est quand même important. Plus de blessés. Je me permets de préciser que Medusa est basé dans les pays baltes. Oui, tout à fait. Et qu'ils travaillent avec la BBC en Russie. Et qu'ils ont une méthode de travail tout à fait intéressante. En fait, ils font de l'intelligence par réseau numérique. Donc, ils se renseignent sur toutes les commémorations, les appels à des veillées funéraires, les enterrements, enfin bref. Tous les avis de décès, tous les avis de décès qui sont liés à la guerre, ils les recensent. Sur les réseaux sociaux, entre les gens, ça doit être assez précis. Et 250 000, je crois que c'est leur chiffre très très haut. Hein. Parce que leur chiffre bas, il a 150. Ouais. Même, il est monté un petit peu. Là, il est actuellement. Ils sont entre 180 et 250 000. Bon, admettons 250 000 avec les blessés graves, les amputés, les choqués, etc. Ça veut dire qu'il faut rajouter encore probablement 500 000 personnes. Donc, ça nous fait 750 000 victimes de guerre, dont 250 000 morts. Voilà, c'est important. C'est très en dessous du chiffre donné par Monsieur Barrot. Donc ça, c'est le premier point. Les chiffres donnés par Monsieur Barrot n'ont tout simplement pas de sens. Non seulement, alors, ils ne correspondent pas à la réalité, mais ça n'a pas de sens en plus dans la manière dont il les calcule. Quand il calcule le rapport entre les exportations à l'été 2022 et les exportations actuelles, il oublie simplement de dire qu'à l'été 2022, d'ailleurs du fait des sanctions, le prix du pétrole était monté à plus de $100 le baril. Évidemment, dans ces cas-là, les revenus d'exportation russes sont considérables. Bon, actuellement, ils sont à $60 le baril, ce qui est élevé, hein, d'ailleurs. C'est un niveau de prix assez élevé.
Et on voit très bien que ces niveaux sont plus bas qu'en 2022, mais 2022 c'était un pic un petit peu aberrant dans la situation, et qu'en réalité le niveau des exportations russes se situe dans la moyenne qu'il avait avant la guerre, donc et même avant la crise de la Covid, donc de 2017 à 2019, ou le niveau qu'il a retrouvé quand les prix ont rebaissé à partir de 2024. Ce qui était important là-dedans, ça aurait été de dire où en est la balance des paiements. Parce que c'est ça qui est important, c'est la balance commerciale et la balance des paiements, hein. C'est pas le chiffre absolu des exportations à un moment donné. Et on voit très bien que la balance des paiements, elle reste largement positive, que la balance commerciale reste largement positive. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, simplement, c'est, je dirais, de la mauvaise propagande. Alors, mon père avait une expression pour ça. Il avait vécu dans les années 30, hein, il avait bien connu les années 30, et il parlait de Funkenpropaganda, en allemand, propagande radio, ce qui fait référence à la propagande de Goebbels. Bon, et quand il entendait des choses comme ça qui étaient absolument invraisemblables, bon, il a Funkenpropaganda. Bien. Donc voilà. Ça c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'ailleurs, d'abord, oui. À ce titre, j'ai lu dans Bloomberg et aussi dans le Wall Street Journal des économistes américains qui s'inquiétaient un petit peu des mesures prises par Donald Trump contre les majors, les grandes entreprises de gaz et pétrole russes, Gazprom et Lukoil, en disant, ça risque surtout de faire un effet boomerang avec une augmentation considérable du prix du baril si tout ça n'est pas contrôlé. Et peut-être Poutine vendra moins de pétrole, mais il gagnera plus d'argent. Et deux, nous, on serait bien embarrassés car le prix du gallon d'essence va monter pour les Américains dans un contexte où c'est déjà un petit peu tendu. Oui, tout à fait. Alors, si on revient là sur les mesures qu'a prises Donald Trump contre Rosneft et Lukoil, c'est pas contre Gazprom, c'est Lukoil, la deuxième entreprise visée. Bon, si ces mesures avaient eu un effet, elles auraient provoqué une baisse du prix du pétrole russe, parce qu'il y aurait eu moins de demande, et une hausse corrélative du pétrole non russe, grosso modo sur les indices WTI et Brent. Et ce qu'on a vu au contraire, c'est que tout le monde a monté. Bien sûr, le WTI et le Brent ont monté, mais le pétrole russe a aussi monté. Ce qui veut dire que la demande est restée extrêmement élevée. Donc voilà, en fait, je reviens le problème dans ce que dit Jean-Noël Barrot, c'est deux choses. Bon, d'une part, c'est clair qu'il vit dans un monde parallèle, et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Disons, ça veut dire que il a perdu, pas lui personnellement, mais les gens qu'il représente ont perdu la maîtrise du narratif. Le narratif réel est en train de s'imposer. Et il suffit d'aller sur le site du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'OCDE, pour voir que ce sont bien ces chiffres qu'ils reprennent, et pour des raisons tout à fait évidentes. Bon, donc, devant l'effondrement de son narratif, il part dans la fiction. Bien. Alors, là où ça pose problème, c'est qu'il est quand même ministre des Affaires étrangères de la France. Et il y a une perte de crédibilité importante de ce point de vue-là. Prenons par exemple les diplomates indiens ou les diplomates brésiliens. Qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de quelqu'un qui vit dans la fiction et qui n'est plus capable d'avoir un rapport à la réalité? Or, nous avons toujours des relations diplomatiques importantes et des relations commerciales aussi importantes avec l'Inde, avec le Brésil. Bon, et c'est pas par hasard si j'ai cité ces deux pays. Et là, on voit que la déclaration de Jean-Noël Barrot porte un coup très dur à la crédibilité de la France. Et donc ça, c'est grave. Alors, que la réalité ne lui plaise pas, bon,
Oui, à la limite, je peux le comprendre. Bien, il est un fervent pro-ukrainien, il voit que les choses ne vont pas bien pour lui, d'accord. Bon, mais à ce moment-là, plutôt que de mettre en cause sa propre crédibilité, on se tait. On se tait. On ne fait pas des déclarations outrancières comme il le fait. Bien. Après, parlons de la brute. Bah, la brute, c'est François le bien nommé. Et François le bien nommé, qui est le directeur de rédaction de Charlie Hebdo, s'est rué sur ces déclarations pour les reprendre. Alors, lui, il a une excuse. Et c'est pour ça que lui n'est pas le truand. Lui, il a une excuse, il connaît rien à l'économie. Je lui en fais pas le reproche. Bah, c'est un métier comme un autre d'être journaliste. Bien, tout le monde n'est pas obligé de faire une thèse en économie, donc ça, le problème n'est pas là. Mais quand on veut parler de l'économie, on se renseigne auprès des gens qui sont réputés savoir. Et au premier lieu, évidemment, les experts internationaux du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'OCDE, etc. Qui d'ailleurs, et ce n'est pas pour rien, reprennent en grande partie les statistiques russes. Parce que ces statistiques russes sont considérées par la communauté internationale comme fiables d'un point de vue technique. Et il aurait vu que, là encore, ça n'avait absolument pas de sens. Alors, ajoutons en plus qu'il a fait une magnifique bourde, il a pris les statistiques du taux de change. Et il les a mal interprétées. C'est-à-dire que on voit à un moment donné que, sur le son graphique, le dollar baisse. Et il dit non, c'est le rouble qui baisse. Alors ce qui prouve que, soit il sait pas lire un graphique, bon, soit il sait pas lire du tout. Après tout, c'est pas grave. Il est directeur de la rédaction. La seule chose qu'on lui demande, c'est de savoir écrire. Savoir lire, ça c'est une autre histoire. Bien. Et puis surtout, ça prouve qu'il connaît rien à la question des taux de change. Alors, moi, j'ai été bien gentil. D'ailleurs, il a dit oui, vous m'appelez politique, Jacques, c'est un bonheur. Vous m'appelez le camé, c'est une méthode de l'extrême droite. Mais non. C'est simplement une bonne plaisanterie. Et d'ailleurs, je lui offrais une excuse. S'il était camé, ça expliquerait tout à fait son erreur sur la question des taux de change. Parce que moi, je lui ai quand même fourni la courbe des taux de change. Taux de change du rouble contre le yuan, contre le dollar, contre l'euro. Et on voit très bien que le taux de change actuellement, il est au plus haut. Il est même, alors là, en termes de taux de change réel, je précise pour nos auditeurs, ce qu'on appelle un taux de change réel, on calcule le taux de change d'une monnaie diminué de son taux d'inflation contre le taux de change d'une autre monnaie, elle aussi diminuée de son taux d'inflation. Bien. Le taux de change réel du rouble s'est apprécié de 10% par rapport à 2021. Ce qui est par ailleurs un problème en Russie, parce que ça veut dire que sur le marché intérieur russe, les produits importés valent aujourd'hui moins cher et les produits en Russie, les biens fabriqués en Russie, valent plus cher comparativement. C'est ce qui explique le fait que il y a une baisse de la vente des voitures russes et il y a une montée de la vente des voitures chinoises, par exemple. Mais on peut pas dire qu'il y ait eu une baisse du rouble. C'est tout simplement faux. C'est faux. Donc, en fait, je lui offrais une excuse facile. Oui, t'as qu'à reconnaître que t'étais pas dans ton état normal, que t'avais abusé de substances quelque peu illicites. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, ça arrive même à l'Assemblée nationale. On a eu des députés qui ont été pris, et non pas les mains dans le pot de confiture, mais les mains dans le pot de cocaïne et autres. Bon, bien, ça peut se pardonner, mon cher. Mais si tu veux pas utiliser cette excuse, bah, ça veut dire simplement que t'es un con. C'est tout. Alors,
passer là. Alors merci pour les précisions. C'est important d'avoir des vrais chiffres. Et c'est important de rappeler que c'est sur quoi se base le FMI, qui, bon, jusqu'à maintenant, oui. Je ne crois pas, n'a pas encore été envoyé par le Kremlin, mais peut-être que SCI et Monsieur Pila nous expliqueront par quel chemin les troupes du NKVD sont passées pour conquérir le FMI. Bon, ça serait une autre rigolade. Mais bon, blague mise à part, la situation quand même visiblement n'est pas très bonne, parce que j'ai la chance, parlant serbe et russe, comme l'ukrainien est quelque part entre les deux, d'arriver à pas mal suivre ce qui est écrit sur les canaux ukrainiens, et ça tangue beaucoup, en particulier du côté des soldats. Et je parle de soldats sérieux, hein, ceux qui sont sur le front, qui n'ont pas envie de saut, puisqu'on a Pokrovsk, une sorte de Verdun en termes de forteresse de défense ukrainienne qui est encerclée concrètement depuis hier soir, voilà, avec apparemment 5000 soldats qui n'ont pas été extraits et qui sont coincés dedans. On a la même chose du côté de Kupiansk, avec, alors c'est pas entièrement fermé le chaudron, mais bon, il est en train d'être fermé, donc ça c'est dans la direction de Kharkov, plus au nord. Ce qui met en danger très considérablement Slaviansk et Kramatorsk, qui sont des villes, bon, c'est la fin de ce qui reste à conquérir pour les Russes du Donbass. Mais on a appris que les troupes russes étaient rentrées dans Liman, dans la périphérie de Kherson, et Jean-Noël Barrot, comme les autres, reste accroché à ils n'ont conquis qu'1% du territoire, les Russes en 1000 jours. C'est quoi ce refus du réel? C'est la peur, ou en fait toute cette communication n'est pas à destination du réel, mais des Français pour maintenir une pression. Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a d'abord une profonde incompréhension de la nature de cette guerre. Cette guerre est une guerre de destruction des forces adverses, beaucoup plus qu'une guerre de conquête. Autrement dit, ce que cherche l'armée russe depuis maintenant 2 ans et demi, depuis qu'elle a mis sur pied cette stratégie d'attrition, c'est de tuer des Ukrainiens beaucoup plus que de conquérir du territoire. Et d'une certaine manière, chaque fois que les Ukrainiens contre-attaquent, essayent de reprendre des points qui ont été conquis par les Russes, ils jouent dans la main des Russes. C'est exactement ce que les Russes attendent, et ils n'attendent en fait que ça pour les massacrer au moment où ils contre-attaquent. Bon, c'est une guerre très cruelle, il faut le dire, hein, c'est quelque chose d'assez abominable, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que sur toute une série de points localisés, l'armée ukrainienne craque. Elle craque parce qu'elle n'a pas assez d'hommes. Ça, clairement. Et il faut mettre ça en regard des désertions qui ont lieu tous les mois. Aujourd'hui, et ça a été officialisé par une déclaration à la Rada d'État ukrainienne, c'est le Parlement ukrainien. Aujourd'hui, le chiffre des désertions, c'est 20 000 hommes par mois. Donc voilà, il y a un vrai manque d'effectifs. Oui, c'est important de le dire parce que c'est important de le dire, ce que tu as dit, parce que c'est justement, c'est là où c'est étonnant, parce que les Ukrainiens, ont pas l'air dans les réalités, contrairement à Jean-Noël Barrot et les autres, parce que ce que tu dis, c'est passé à la télé ukrainienne. Tout à fait. Il y a même des commandants qui sont passés dans des émissions même militaires publiques, on y a accès. Disant cela, c'est-à-dire que sur les 30 000 recrutés par mois, que ce soit des volontaires ou des gens pris de force dans la rue, en gros, ce qui arrive au front, c'est entre 12 000 et 14 000. Donc, au moins 1 sur 2, si c'est pas 2 sur 3, au moins, qui fondent dans le décor. Ce sont les chiffres actuels de désertion. Donc, les militaires ukrainiens eux-mêmes disent qu'ils ont de moins en moins d'hommes, qu'ils ont des brigades qui sont réduites à l'état de gros bataillons,
Normalement, une brigade, c'est autour de 5000 hommes. Maintenant, ils parlent de brigades pour des ensembles de 1200, 1500 hommes. Bon, on est clairement sur une armée qui est en train de s'épuiser très vite. Donc, les Russes ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils massacrent l'armée ukrainienne. Il faut le dire comme tel. C'est la réalité. Et alors, ce que l'on voit, et ce qui devrait quand même faire un petit peu réfléchir les étrangers, parce que tu as raison, les Ukrainiens, eux, sont à la limite objectifs sur ce qui se passe. Ils sont les premiers à reconnaître qu'ils ont un problème, même si Zelensky a interdit qu'on parle d'encerclement. Donc, ils trouvent toute une série de périphrases pour dire qu'en fait, ils ont été encerclés à Pokrovsk. Ils ont essayé de sortir. Alors, quand tu dis 5000 hommes maintenant encore à Pokrovsk, ça me semble beaucoup. J'ai entendu et j'ai lu sur les chaînes Telegram ukrainiennes des niveaux qui varient entre 500 et 1000 hommes. Et tout simplement parce qu'une partie ont réussi à fuir et une autre partie a été tuée ou blessés gravement au moment où ils ont été obligés de sortir. Il faut toujours rappeler que le corridor qu'ils avaient jusqu'à la nuit dernière, c'est-à-dire jusqu'à la nuit entre jeudi et vendredi 31, c'est un corridor de moins de 3 kilomètres. Moins de 3 kilomètres, ça veut dire que le corridor est complètement sous le feu de l'artillerie, des drones, tout ce qu'on veut. Et toute tentative de sortie est incroyablement risquée. Par ailleurs, même chose, les sources ukrainiennes disent que la ligne de défense qu'ils avaient mise en arrière de la fermeture du corridor pour empêcher les Russes de déboucher a été détruite par des bombes planantes. Ils font état de l'usage par l'aviation russe de bombes planantes de 3 tonnes, dont on sait effectivement que l'aviation russe en dispose et qu'elle les utilise. Donc voilà, c'est une situation qui est maintenant sur le train très, très grave. Dernier point qui est qui pourrait indiquer un changement de tactique ou de stratégie même de la part des Russes, c'est que les Russes ont repris pied de l'autre côté du Dniepr. Sur la fameuse île de la Quarantaine. Alors en fait, pour que les gens ici voient un petit peu les choses, le Dniepr, c'est une immense rivière. La ville de Kherson se trouve sur la rive droite du Dniepr, alors que la majorité de l'oblast de Kherson se trouve sur la rive gauche du Dniepr et est actuellement sous le contrôle de l'armée russe. Bon. Et il y a des îles dans le Dniepr, dont cette fameuse île de la Quarantaine, parce que autrefois, Kherson était un port maritime. Si je peux me permettre. Ah. Oui. Jacques, je me permets un truc. Alors là, on aura une carte là qui apparaît en ligne. D'accord. Pendant que tu parles, pour que les gens comprennent. Et Jacques est précis. Kherson est bien sur la rive droite du Dniepr. La rive droite et gauche étant déterminée par l'amont d'une rivière ou d'un fleuve. Absolument. Et son aval, voilà, son humeur. Et sur la carte, absolument. Sur la carte, c'est à gauche. Oui. Ah non, oui. parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est à gauche. Voilà. Non, voilà. Je précise quand même. Voilà, il faut toujours savoir qu'on regarde un fleuve de la source vers l'embouchure. Bien. Donc, cette île de la Quarantaine est une île qui est séparée par un tout petit bras de fleuve de Kherson. Il y a 3 semaines, des unités de reconnaissance russes ont débarqué dessus. Il y a eu quelques combats. Et aujourd'hui, c'est plus des unités de reconnaissance, c'est vraiment des unités de l'armée russe qui sont là et qui ont complètement le contrôle de l'île de la Quarantaine. Bon. Est-ce que ça veut dire que les Russes se préparent à passer de l'autre côté du Dniepr? Ce qui, évidemment, serait un énorme problème, parce que s'ils sont de l'autre côté du Dniepr, ils peuvent menacer Nikolaïev, donc ils peuvent menacer les grandes installations portuaires qu'il y a à ce niveau-là, et ils peuvent aller jusqu'à Odessa, en théorie. Bon. Ou bien est-ce que c'est simplement une action de provocation
de manière à attirer sur la région toute une série de troupes ukrainiennes, parce que historiquement, en 43, quand ils se sont posé la question de franchir le Dniepr, etc., ils ne l'ont pas franchi sur l'embouchure, et Kherson c'est sur l'embouchure, hein. On est vraiment pas très loin de la mer. Bon, ils se sont pas posé la question de l'embouchure, mais ils sont passés à environ 100 kilomètres plus haut, au niveau de Zaporijjia. Donc, techniquement, l'armée russe aurait plutôt intérêt à passer par là si elle veut vraiment traverser en force. Mais le simple fait qu'elle ait traversé au niveau de l'île de la Quarantaine et qu'elle soit quasiment sur Kherson, hein, ça crée une menace suffisante qui ne peut pas être ignorée par le commandement ukrainien. Le commandement ukrainien qui dirait non, c'est de la blague, ce qui là par où ils passeront, c'est Zaporijjia, bah, je dirais tous les subordonnés disaient vous prenez un risque énorme. Et si les Russes ne la jouaient pas à la soviétique 1943, bon, bien sûr, c'est risqué de passer par l'embouchure, mais c'est pas complètement impossible. Donc, d'une certaine manière, il fixe là des forces ukrainiennes importantes, forces ukrainiennes qui évidemment ne peuvent pas être redéployées à Pokrovsk ou pour la défense générale de Kramatorsk. Et ça, c'est un classique dans l'art opérationnel russe que l'on voit se déployer depuis maintenant des mois. En fait, ça renvoie à ce qu'ont fait les Français avec leurs alliés britanniques et américains en 1918, ce qu'a fait Foch, ce qu'on appelle les offensives en tiroir. J'attaque dans un coin. Les Allemands ramènent des troupes pour défendre. Et au moment où ils font ça, j'attaque au coin où ils ont dégarni les troupes. Alors même chose, les Allemands vont ramener... Bon. Mais si j'ouvre ainsi une succession de tiroirs, au bout d'un moment, l'armée allemande s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est le fameux jour de deuil de l'armée allemande qui est bien connu de tous les gens qui ont un petit peu étudié l'histoire de la guerre de 14-18. Et le problème, compte tenu en plus qu'on a une armée qui est affaiblie par des désertions, qui est évidemment affaiblie par 3 années de combat, ça, de toutes les manières, il y a un affaiblissement qui est considérable lié à ça, c'est qu'à un moment donné, ça sera plus des craquements locaux auxquels on va assister, mais ça sera un effondrement général. Et désormais, ça devient une perspective assez réaliste. Alors, non pas pour la fin de l'année, je peux me tromper, mais j'ai tendance à ne pas croire à ça pour la fin de l'année, mais pour le premier trimestre prochain. Le premier trimestre de 2026 risque d'être extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne. D'ailleurs, dans le New York Times, il y a un spécialiste des opérations militaires qui vient de publier un article où il dit je me déteste d'avoir à le dire, I hate to say that, mais Kiev ne pourra pas tenir en 2026. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui considèrent que on est effectivement en face d'une perspective à moyen terme. Ça se passera pas dans les semaines qui viennent. Faut pas non plus là délirer. Hein. Mais d'ici plusieurs mois, devant l'effondrement là de l'armée ukrainienne. Je rappelle que c'est ce que je dis depuis le printemps. Hein. Depuis le printemps, je dis le problème se posera dans l'hiver 25-26 ou au début du printemps 2026. Et là, de ce point de vue-là, ça pose un vrai problème politique à la fois au gouvernement ukrainien. Qu'est-ce qu'il fait? Et aussi aux alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire aux pays européens. Comment est-ce qu'on gère cet effondrement? Alors, les Russes agitent cette histoire que
il y aurait des troupes françaises en Pologne qui se prépareraient à intervenir en Ukraine. C'est de la propagande. C'est de la propagande parce que les effectifs qu'ils indiquent, 2000 hommes, n'ont tout simplement pas de sens. Qu'il s'agisse de spécialistes, de techniciens. Bon, 2000, là, c'est trop. Ça serait plutôt de l'ordre de 500, 600 techniciens spécialistes, bon, etc. Bon. Mais aujourd'hui, si on veut stabiliser la situation de l'armée ukrainienne, c'est pas 2000 hommes qu'il faut. C'est même pas 20 000 hommes. On parlerait de contingents de 50 à 100 000 hommes. Et aucun pays européen n'est capable de le faire. Les Polonais qui ont la plus grosse armée, on le dit très nettement, il n'en est pas question. Bon, donc le problème qui se pose aujourd'hui pour les dirigeants européens, c'est celui-là. On s'est trop engagé dans un discours d'abord, Poutine ne doit pas gagner, mais les Ukrainiens vont gagner ou en tous les cas sont capables de remporter des succès importants, bon, etc. Bon. Et on n'a pas réajusté notre discours à la lumière de ce qui se passait sur le front. Maintenant, soit on fait un réajustement brutal, ce qui veut dire on dit à nos populations, aux Français, aux Allemands, aux Italiens, aux Britanniques, bon, etc. Écoutez, mesdames et messieurs, non, l'armée ukrainienne est en train de perdre la guerre et elle risque de perdre de manière très spectaculaire au début de l'année 2026. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors ça serait un choc pour les gens, mais ça aurait au moins, je dirais, le courage de la vérité. Ou alors, on part dans cette espèce de délire du genre, oui, mais les Ukrainiens sont en train de démolir les infrastructures énergétiques russes. Non. Les destructions de long terme, les destructions qui durent 3 semaines à 1 mois, c'est moins de 5% des capacités russes. Donc voilà. Alors oui, bien sûr, quand on détruit des réservoirs d'essence, c'est très spectaculaire. Ça fait des belles images d'incendie, bon, etc. Mais en réalité, les raffineries sont des objets industriels extrêmement résistants et très difficiles à détruire. Il faut toujours rappeler, dans la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont bombardé de multiples fois les raffineries de Ploiești en Roumanie. À chaque fois, il s'agissait de raids de 150 à 250 bombardiers, chacun transportant entre 1,5 tonne et 2 tonnes de bombes. Les drones ukrainiens ont des têtes militaires de 50 à 70 kilos. Donc on voit la différence. Et il a fallu 6 mois de raids continus pour détruire à 100% une raffinerie, Astra Romana, et pour détruire à 50 ou 70% les 2 autres raffineries. C'est pas avec des drones, et des drones qui se comptent en dizaines, au plus, que les Ukrainiens obtiendront un tel résultat, même si ces drones, je veux bien l'admettre, sont beaucoup plus précis que les bombardements américains. Mais c'est pas ça qui peut détruire une raffinerie. Donc, c'est vrai, il y a aujourd'hui, et c'est important de le dire, il y a un rapport à la réalité qui est extrêmement, je dirais, relâché, pour être poli, de nos élites. Et ce qui, par ailleurs, explique aussi les attaques répétées contre les réseaux sociaux et les appels à la censure des réseaux sociaux. Parce que quand tu perds le contrôle du narratif, parce que tu t'es trop éloigné de la réalité, c'est ça en réalité la raison pour laquelle Jean-Noël Barrot et les autres perdent le contrôle du narratif. Quand tu perds le contrôle du narratif, tu as 2 solutions. Soit tu essayes de le récupérer
avec un changement complet de ton discours. Alors, en général, pour changer complètement de discours, faut changer de gens aussi. Il faudrait remplacer Jean-Noël Barrot. Il faudrait qu'il y ait un nouveau ministre qui dise, écoutez, mon prédécesseur, il a dit ce qu'il a dit, mais moi, je vais vous dire maintenant ce qui se passe, la réalité, etc. Et là, tu peux effectivement reconstituer un narratif qui est crédible. Ou alors, tu coupes le robinet. Tu censures. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Ajoutons par ailleurs que Jean-Noël Barrot a dit quelque chose qui était, c'est pas un mensonge, mais qui est une hypocrisie énorme. Il dit oui, les réseaux sociaux sont détenus par quelques milliardaires. Oui, c'est vrai, Elon Musk possède X, ex-Twitter, on a la même chose sur Facebook, etc. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que toute la presse, les chaînes de télévision, les journaux, sont possédés par des milliardaires. Et que ces milliardaires imposent une ligne éditoriale beaucoup plus contraignante à la presse et aux chaînes de télévision que ce que fait Monsieur Elon Musk sur X. Monsieur Elon Musk, en réalité, intervient très peu sur X. Oui, il a modifié quelques algorithmes de choix. Bon, mais ça ne constitue pas une ligne éditoriale. Et donc là, on voit très bien que c'est un argument de pure mauvaise foi. Quoi, qui est coupé. C'est vraiment très intéressant tout ce que tu dis. D'ailleurs, sur la censure et le désir visible de vouloir couper le robinet, je rappelle que nous avons fait, il y a maintenant plus de 5 mois, un documentaire sur l'agence d'acquisition des armements qui gère les munitions, dont on était très content. On avait bien travaillé. On avait appelé ça Opération Transparence. On parlait de corruption et puis la manière dont les directeurs français avaient été écartés. On avait fait très très peu de vues et on a découvert que c'était littéralement bloqué, verrouillé. D'ailleurs, comme la dépêche de l'AFP, comme l'article du Figaro, ça concerne pas que voilà, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Donc là, en remettant une carte, par exemple, là, on a ce que tu disais pour expliquer visuellement. Donc on a cet encerclement sur Pokrovsk, quasiment la même chose, beaucoup plus au nord sur Kupiansk, qui fait une pression entre les deux sur Slaviansk et Kramatorsk. Et tout au nord, encore plus loin, ça pousse un peu sur Liman, sur Izium. Oui. Et puis on descend jusqu'en bas sur la carte à Kherson et on voit que c'est sur toute la ligne de front, ça pousse. C'est la stratégie du tiroir. Et bien malin est celui qui saura d'où Gerasimov va faire sortir, le chef d'état-major des armées russes, va faire sortir son offensive principale. Alors, tu as dit au printemps prochain, maintenant les Russes sont quand même historiquement coupables de quelques offensives d'hiver qui ont toujours un peu surpris tout le monde parce que ça ne se fait pas. Et eux, ils disaient faire. Je vais te faire réagir sur un petit calcul que j'ai fait dans le réel, puisque on parle toujours de ce chiffre d'1 million de morts du côté russe. Et imaginons même que ce soit 1 million de morts. Et ce qu'il ne compte pas, c'est que j'ai fait un petit travail là-dessus, c'est que si on prend toutes les oblasts actuelles occupées par la Russie, les 4 nouvelles, pas la Crimée. Allez, avant le conflit, il y avait 8,5, 9 millions d'habitants. Même si on compte qu'il ne reste que la moitié, 4. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le Donbass. Toutes les 1,5, 2 millions de réfugiés ukrainiens en Russie, ça fait un solde positif de plus 5. Oui. Alors que on n'avait pas la dernière fois un solde négatif de moins 14. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le... voilà. C'est un autre aspect du réel. Mais alors, je vais te poser une question. Toi qui... Alors, je triche un petit peu parce que je ne t'avais pas prévenu et en fait, voilà. Mais tu maîtrises tout ça très bien. Donc, il n'y aura aucun problème. En février prochain, les accords START vont prendre fin.
Déjà, les Russes avaient suspendu New Start. Et là, les Russes ont annoncé 2 armes nouvelles, une sorte de drone éternel dans la mer à charge nucléaire et de missiles éternels qui tournent en rond autour de la Terre à charge nucléaire. Est-ce qu'on se dirige vers des nouvelles courses aux armements nucléaires? Et ta parole est toujours juste parce que tu disais tout à l'heure que tu avais dit ça depuis longtemps, mais il y en avait un autre qui avait dit ce que tu viens de dire. C'était un certain Mark Milley. Oui. Chef d'état-major des armées, qui a été remercié sur Biden parce qu'il avait eu des propos pas très amènes sur l'Ukraine. Il avait dit, ça serait bien d'arrêter là parce que ça ne pourrait être qu'être pire. Bon, quand on dit la vérité, comme tu as dit, robinet. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un risque et puis Donald Trump a annoncé, lui, la reprise des tests nucléaires. Est-ce qu'on repart vers un cycle très, très dangereux et négatif pour l'humanité sur les armements? Alors, il y a 2 types d'accords qui aujourd'hui sont en cause. Il y a l'ancien accord INF, ou Force nucléaire intermédiaire, FNI en français, INF en anglais, qui a été suspendu par Trump en 2018 et par les Russes en 2019. Bon. Et puis, effectivement, l'accord sur les armes à portée intermédiaire, START. Alors, il y a un problème avec les armes à portée intermédiaire parce que ce sont toutes des armes duales. Et donc là, effectivement, ça concernerait plutôt en Russie le missile Oreshnik, les missiles de croisière classiques, pas le missile de croisière à propulsion nucléaire dont on parle beaucoup ces derniers temps. Bon. Le gouvernement russe a fait des propositions pour un nouveau START. Et ce sont des propositions qui ont été considérées comme intéressantes par les Américains. C'est ce qu'en a dit Donald Trump. Donc, de ce point de vue-là, il est possible que l'on obtienne un accord, mais, là où ça va poser problème, c'est qu'il y a désormais le développement de ces armes à double capacité par les pays européens. Quand START a été conclu, en fait, il y avait que 2 pays qui disposaient de ce type d'armes, les États-Unis et la Russie. Si les États-Unis ont voulu sortir de l'accord START, c'est à cause du développement d'armes à portée intermédiaire par la Chine. Et d'ailleurs, les Russes ont reconnu le problème. Et donc, ils ne veulent aujourd'hui un accord qu'un accord de théâtre. Alors, c'est un accord de théâtre, c'est toujours un petit peu ambigu parce que tu peux toujours ramener des armes d'un théâtre vers un autre. Et c'est ce que font les Américains couramment. Soit ils redéploient dans le Pacifique des armes qui avant étaient destinées à l'Europe, soit ils ramèneraient vers l'Europe des armes qui sont déployées actuellement dans le Pacifique. Bon, ok. Mais au moins, un accord de théâtre permettrait un petit peu, je dirais, de faire un périmètre pour cet accord sur l'Europe et de le rendre possible. Il reste que dans cet accord, les forces européennes, le missile britannique Storm Shadow, le missile français Scalp, devraient être finalement inclus. Et il y a une très grande réticence de la part des Français à accepter ça. Donc, c'est pas impossible qu'on aboutisse à un nouvel accord, mais très clairement, il faudra qu'il y ait des décisions qu'ils ont prises, soit à nouveau d'ignorer complètement la position des Européens, soit de les inclure d'une manière indirecte dans cet accord, ce qui veut dire d'autoriser la Russie à produire plus d'armes duales que n'en auraient les États-Unis. C'est une possibilité. Bon. Après, on a le problème de l'accord INF. Et globalement, des accords, des grands accords, non pas de désarmement, il faut faire très attention, on est plutôt en accord de limitation des armements. Qu'est-ce qu'on voit? Les États-Unis ont rompu le traité
sur les systèmes antibalistiques, ce qu'on appelait le traité ABM, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. C'est George Bush qui l'a fait. Et en réaction à ça, les Russes développent des armes qui ne sont pas justement des missiles balistiques, et qui sont des missiles soit épousant le terrain. Alors c'est le cas de ce fameux missile de croisière à durée perpétuelle. Bon, pas réellement perpétuelle, mais il peut rester en vol plus de 15 heures, probablement jusqu'à 30 heures, bon, etc. Parce qu'il a un moteur nucléaire. Et ça, c'est une grande nouveauté. Personne n'en a fait dans le monde. Les Russes ont réussi à faire. D'abord parce que ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus, et deuxièmement parce que ils ont développé des petits réacteurs nucléaires pour leurs satellites. En particulier les satellites de reconnaissance et les satellites d'observation des forces navales. Ça fait maintenant presque 30 ans ou 40 ans que ces satellites sont alimentés par des réacteurs nucléaires. Donc voilà, ce réacteur nucléaire permet une autonomie quasiment illimitée à ce missile. Et ce missile, qui doit d'ailleurs rester dans l'atmosphère, il n'est pas question qu'il sorte de l'atmosphère, puisque son moteur dépend en fait de l'oxygène atmosphérique, eh bien, il peut contourner toutes les lignes de défense, etc. Après, on a ce fameux drone naval. Alors, c'est une espèce de méga torpille, une torpille dont le diamètre fait à peu près 1,10 m ou 1,20 m. C'est quelque chose d'énorme. Bon, et qui contient alors une arme de cauchemar, comme on appelle, ou une arme d'apocalypse, a doomsday weapon. C'est une énorme tête nucléaire, tête thermonucléaire en réalité, qui fait entre 2 et 5 mégatonnes, et qui provoquerait un tsunami radioactif sur les côtes. C'est évidemment une arme de destruction massive des ports. C'est Docteur Folamour. Pas tout à fait, mais c'est pas loin. Là vraiment, non, on est dans l'idée, il y avait une sorte d'arme bizarre qui tout à fait. Si l'URSS perdait, tout partait en... Voilà, tout à fait. Bon, et là, c'est une manière de dire, écoutez, messieurs les Américains, on sait que vous avez à peu près 60 à 70% de votre potentiel industriel, humain, bon, etc., sur les côtes. C'est vrai, les États-Unis sont un pays assez vide au centre. L'activité économique c'est beaucoup concentré sur les côtes. Bien là, on a la possibilité de rendre toute votre bande côtière absolument inhabitable. Bon, c'est clairement une arme de dissuasion. C'est pas une arme d'emploi en premier. Hein. C'est une arme d'emploi en second. C'est clairement une arme de dissuasion. Et ce genre d'armes, elles sont difficilement contrôlables dans le cadre des accords existants. Parce qu'une chose, c'est de contrôler le nombre de missiles, et c'est assez simple, parce que quand on installe de nouveaux silos de missiles, bah ça se voit. Ou quand on déploie des missiles par train ou sur châssis roulant, là aussi, malgré tout, on voit les lieux de stockage. On voit pas les missiles quand ils se déplacent, mais on voit les lieux de stockage. Bon, et donc on peut les compter, etc. Là, on est face à des choses qui sont beaucoup plus difficiles à repérer, d'où un vrai problème de vérification dans n'importe quel accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un traité, qu'il n'y aura pas des négociations. Et la chose est tellement sérieuse que et les Russes et les Américains, à mon avis, finiront par trouver une forme d'accord. Mais c'est un point important. Hein. Ça nous fait comprendre une chose, c'est que l'innovation est déstabilisatrice des cadres d'accord. Tu vois, chaque fois, on fait un accord pour un certain type d'armes, et le résultat de cet accord, parce qu'il contraint une certaine catégorie d'armes, c'est qu'on développe des armes d'une autre catégorie.
Si on passe un accord, c'est sur les boucliers, les javelots, l'autre invente les arbalètes, tout à coup. Voilà, c'est exactement ça. Et donc ça veut dire une chose, c'est que la négociation pour un accord, parce qu'elle est toujours remise en cause par l'innovation technologique qui se produit, ne peut être qu'une négociation temporaire. Et le vrai problème, en réalité, c'est plutôt d'organiser une baisse de la tension internationale. Ben justement, ça me permet la transition double, parce que tu as parlé du problème qui était compréhensible et que les Russes avaient compris concernant les accords START, parce que les Chinois qui n'étaient pas dans l'équation, tout à coup ils y sont et développent considérablement et leurs armées en général et leurs capacités nucléaires. En tout cas, c'est ce qui est estimé en Occident. J'imagine que là, pour le coup, c'est plutôt réaliste. Et on vient d'avoir une rencontre importante, un peu comme l'a été celle de Donald Trump avec Vladimir Poutine à Anchorage. Là, on a une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. Ouais. Alors, d'une part, c'était pour régler un peu leurs différends économiques. Tu vas nous éclairer, mais comme ça, a priori, il semblerait que ce soit une capitulation en race campagne des États-Unis, que les Chinois ont réussi à imposer leur fait. Et est-ce qu'il y a eu, il y a toujours le problème de Taïwan, et est-ce qu'il y a eu un début de discussion pour une sorte d'accord sur les armes nucléaires entre ces deux pays? Alors, sur la dimension militaire, on a très peu d'informations. On peut penser raisonnablement que les délégations en ont parlé, et si elles n'en ont pas parlé dans les rencontres, en particulier à Singapour, puisque c'est là où les deux délégations se sont rencontrées, les couloirs, c'est fait pour ça. Moi, j'ai participé à quelques négociations internationales, et ce qui se dit dans les couloirs est toujours beaucoup plus intéressant que ce qui se dit en session. Bon, ça, c'est un grand classique. C'est pour ça que je te demande, parce que je sais bien que officiellement, ils ont parlé de couronne, de fleurs, de lotus et tout un tas de trucs de soja, mais pas de ça. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une chose. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce grand voyage en Asie de Trump s'est déroulé. Il va en Indonésie pour passer un accord sur les terres rares. Parce que l'Indonésie a aussi des gisements de terres rares. Bon, évidemment, bien moins que la Chine, etc. Mais ils ont une vraie capacité. Bon, un accord formel, un accord de principe est passé entre les deux. Et le lendemain, quand Trump prend l'avion pour partir de Jakarta, il y a le président indonésien qui annonce qu'il vient d'émettre des bons du Trésor, libellés en yuan, avec garantie du gouvernement chinois. Ah bon? C'est la première fois que vous faites ça, monsieur. Si ça s'appelle pas un signal envoyé à Trump, je sais plus comment ça s'appelle. Disons, je perds toute ma grammaire de la négociation internationale. Premier point. Deuxième point. Et Indonésie qui est rentrée en janvier dans les BRICS. Hein. Dans les BRICS. Dans les BRICS. Bon. Deuxième point. Le Japon. Trump rencontre la nouvelle première ministre japonaise. C'est très rare qu'il y ait une femme première ministre au Japon. Il faut le signaler. Bon. Elle est d'ailleurs, c'est une nationaliste qui est apparentée à Abe, qui a été tué en campagne électorale, mais qui a été un premier ministre pendant de longues années. Le dit Abe étant lui-même le petit-fils d'un grand dirigeant du Japon de la fin des années 50, qui avait été emprisonné en 46 pendant quelques mois pour crimes de guerre. Bon. On pourra un jour revenir là-dessus sur l'histoire de ces grandes familles qui structurent la vie politique japonaise. Bien. Shinzo Abe qui avait provoqué des esclandres internationaux, en particulier en Chine et en Corée, parce qu'il se rendait régulièrement au mémorial
en gros, de l'armée nippone pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il le faisait tous les ans, très religieusement. C'est surtout un mémorial aux kamikazes. J'ai un collègue qui est un spécialiste du Japon, qui travaille à l'école des hautes études et qui nous avait montré en 2016, il avait fait un très beau reportage sur le Yakusugi, et on voit que trône dans le hall principal l'un des principaux avions utilisés par les kamikazes. Bon, alors chaque fois les Chinois hurle. Donc le Premier ministre dit oui, messieurs les Chinois, vous avez raison de protester, nous ne le ferons plus, etc. Et le Premier ministre qui lui succède le refait. Même chose, les Chinois hurlent et disent non, nous ne le referons. Bon, c'est devenu une espèce de rite des deux côtés. Bon. Donc, je reprends. Trump et la Première ministre se tombent dans les bras, amitié éternelle, etc., etc. Sauf que la Première ministre dit, écoutez, Monsieur Trump, nous avons bien pris note de votre volonté que nous cessions d'acheter du pétrole et du gaz russe. Il n'en sera rien parce que ça serait porter atteinte aux intérêts supérieurs de l'État japonais. Point barre. Donc ça veut dire que, avant même de discuter avec les Chinois, et comme tu l'as dit, la discussion s'est pas très bien passée avec les Chinois, et Trump a été obligé de reculer, il s'était ramassé deux râteaux. Le râteau indonésien et le râteau japonais. Ça veut dire que ce voyage n'est pas un grand succès diplomatique, mais ce qui pourrait quand même en faire, en tous les cas pour le public américain, un succès, serait si Trump réussit à faire venir le dirigeant de la Corée du Nord et qu'on reprenne sur le 17e sur le 36e parallèle la photo de Kim et Trump se serrant la main, etc. Bon, mais en réalité, on voit bien que ce voyage en Asie est loin d'être un succès. Alors, c'est pas non plus un échec total pour Trump, mais disons, il est obligé de prendre en compte la force montante de la Chine, et en particulier sur la question des terres rares. Parce que pour le coup, c'est vrai, excuse-moi, je vais être vulgaire, mais compte tenu de leur contrôle des terres rares, il y a 90% du raffinage des terres rares qui se fait en Chine, 60% de l'extraction. Bon, les Chinois, ils tiennent l'économie américaine par les couilles. Et ça, malgré tout, Trump est obligé d'en tenir compte. Bon, donc, on est parti sur une... Les expressions imagées sont souvent les meilleures. Voilà. On est parti sur une forme de désescalade avec la Chine. Mais ce qui est important, et qui n'a pas été dit, et j'ai bien vérifié, il n'y a pas eu une mention de ce fait dans la presse française. C'est combien de temps qu'il y avait ce voyage qui a tiré Monsieur Trump en Indonésie, la réaction du président indonésien, etc. Monsieur Trump au Japon, la réaction de la première ministre japonaise, etc. Il y a eu quelque chose de très important. C'est l'accord de construction sous licence d'avions civils entre l'Inde et la Russie. Parce que les Russes ont réussi à faire ce sur quoi ils s'étaient engagés depuis pratiquement 3 ans, c'est-à-dire à produire des avions civils entièrement avec des produits russes. Des moteurs russes, de l'électronique russe, etc. Bon. Et tout ça aux normes internationales. Bien. Et le gouvernement indien a passé un accord de construction sous licence, ce qui va permettre une construction avec des coûts de production quand même nettement plus faibles en Inde qu'en Russie, et une vente par la firme indienne, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, et une vente de ces avions civils sur l'ensemble du monde, en tous les cas l'ensemble des pays BRICS, sans poser le problème de « Ah oui, mais vous recevez des pièces de rechange de la part de la Russie ». La Russie, elle, fournissant toute une partie de sous-ensemble à la firme indienne, et puis touchant des royalties, c'est ce qui est classique dans tout accord de licence.
c'est la première fois que ce type d'accord est passé par l'Inde. Alors, l'Inde avait déjà des accords de construction sous licence de matériel militaire. Ils ont produit, pendant 2 décennies, ils ont produit des MiG-21 sous licence. Ils ont commencé par assembler ces MiG, et à la fin, ils les produisaient complètement. Ils vont produire ce qu'ils appellent l'avion de combat léger, l'ACL, qui est une sorte de Gripen indien, enfin, plus, je dirais, plus moderne que le Gripen, mais c'est un avion de la même classe, avec un réacteur de 7 à 8 tonnes, bon, etc. Construit en collaboration avec l'industrie russe. Donc, ces accords existaient déjà. Mais c'est la première fois qu'on a un accord sur la production civile. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Et cela n'a été possible que parce que la Russie s'est rendue entièrement indépendante de l'Occident pour la totalité des sous-ensembles. Donc, c'est là où on voit en quoi la Russie va empocher les bénéfices de l'énorme effort qu'ils ont lancé il y a de cela des années de substitution aux importations. Et ça, comme par hasard, il n'y a pas un journal français, il n'y a pas une chaîne de télévision française qui en ait parlé. J'ai un petit peu regardé la presse indienne en anglais évidemment. Ne me demande pas mes capacités en hindi ou en ourdou. Non, mais ils ont quand même une grosse presse en anglais, et d'ailleurs une presse de très bonne qualité. Elle était remplie de cette nouvelle. Et remplie. Donc on voit bien que pour les Indiens, c'est quelque chose de majeur, de massif. C'est aussi la possibilité pour l'Inde de se doter d'une industrie aéronautique qui serait compétitive par rapport à l'industrie aéronautique chinoise. Donc voilà. Et comme par hasard, ça s'est passé au moment du voyage de Trump en Asie. Donc là aussi, si ça s'appelle pas un avertissement sans frais, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je pense que ça n'est pas passé dans nos médias. On s'en est bien rendu compte aussi à Fréquence Populaire du fait de ce que tu as dit au début, c'est que c'est un tour de vis informationnel, parce que de reconnaître que la Russie, qui est en voie d'effondrement total et que son économie craque alors qu'elle est en temps de guerre avec des sanctions qui n'ont jamais été vues dans l'histoire, a réussi à bâtir une industrie aéronautique civile souveraine aux normes internationales. Bon, ça ressemble pas trop à une économie qui est en train de s'écrouler. Et ça fait tâche dans le tableau qui est présenté tous les jours aussi. Ouais. Je tiens à préciser, c'est étonnant comme l'enseignement ne semble pas atteindre nos dirigeants, parce que on avait déjà vu ça en 2014 avec l'agriculture. Ouais. Je me souviens, les sanctions, ils vont s'effondrer parce qu'ils ont une agriculture qui est complètement dépendante de l'extérieur. En 8 ans, ils sont devenus souverains, les Russes. Quand ils ont pris la Crimée, on a dit oh là là, c'est impossible, c'est trop loin. Ils vont construire un pont. Personne n'a jamais rien à construire ce pont. Il faudra 20 ans. Bon, il a été construit en 3 ans. Et je me souviens très très bien sur ces questions d'aviation civile. On disait en février 2022, à la fin février, dans 6 mois, plus aucun avion civil ne volera en Russie. Ils vont être complètement ramenés au Moyen-Âge. Donc, c'est à chaque fois l'effet inverse, et ça ne semble pas imprimé. Je ne sais pas, mais bon. Et je voulais souligner le dernier, et après je te laisserai tranquille, parce que je crois que tu as bientôt une réunion, ou un cours plutôt. Il y a une autre déconvenue lors de ce voyage, alors un peu indirectement, c'est que Lula était lui à ce moment-là en Malaisie, où il a été accueilli les petits plats dans les grands. On a fêté son 80e anniversaire. La Malaisie a demandé à rejoindre les BRICS. Alors ça, c'était un coup de baffe à Trump, parce qu'il a dit que tous les BRICS, les pays quittaient les BRICS. Bon, on parle argentine, je vois pas trop de qui il parle. De toute façon, ils n'étaient pas encore rentrés. Et la Malaisie a aussi dit que voulait acheter en yuan. Et Trump s'est retrouvé avec Lula, à lui serrer la main, à le considérer, à dire qu'il c'était un homme de grande vigueur,
Alors, notre Pedro pense que parce qu'il s'est rendu compte que sa femme avait 30 ans de moins que lui, que pour Donald Trump, ça, c'est très important. Et que c'était pas exactement la même attitude qu'il y a quelques mois quand il soutenait Bolsonaro, et que Bolsonaro se trouve en prison. Donc, quelque part, il s'est pris 3 baffes. Oui. Oui, effectivement. Allez-y, quoi. Oui, tout à fait. Il y a ça. Alors, il faut savoir que la Malaisie, qui est un royaume d'ailleurs, bon, même si le roi n'a qu'une figure symbolique, hein, c'est un premier ministre qui dirige la Malaisie. Bon, la Malaisie fait des pieds et des mains pour rentrer dans les BRICS. C'est-à-dire, elle va être admise. Et je me rappelle quand tu avais suivi le sommet de Kazan en 2024, où la Malaisie avait été désignée comme pays partenaire pour les BRICS. Mais ce qui était très drôle, c'est que 15 jours après le sommet de Kazan, le roi de Malaisie envoie une lettre à Vladimir Poutine. Normalement, les relations se font de premier ministre à premier ministre ou de premier ministre à président. C'est excessivement rare que le roi de Malaisie prenne ça, où il disait que oui, nous sommes très heureux d'avoir été désignés comme pays partenaire des BRICS, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est faire partie des BRICS. Bon, et c'est évident. Enfin bon, la Malaisie a déjà des liens importants avec la Russie, parce que, et c'est quelque chose qui est tout à fait ignoré en France, la Malaisie a une industrie électronique de première grandeur. Elle produit 6% des puces, donc des microprocesseurs fabriqués dans le monde. Et évidemment, 6%, c'est pas rien quand même. Hein. Et donc évidemment, elle approvisionne la Russie. Et au lieu de partir dans ce discours, oui, les Russes sont en train de démonter les lave-vaisselle, les machines à laver pour récupérer des puces, pour faire tourner leurs missiles. Bon, vous connaissez les délires du général Yakovlev sur LCI. Bon, qui d'ailleurs fait une concurrence absolument inouïe au Gorafi. Ça c'est une évidence. En fait, les Russes. Oui, on est parfois peiné pour les humoristes, parce que ils sont rattrapés par les c'est pas sympa pour le métier d'humoriste. Absolument, absolument. Et en fait, les Russes se procuraient des puces électroniques en Chine, bien sûr, à Hong Kong aussi, et Hong Kong ne peut pas vendre sans l'accord de la Chine, et en Malaisie. Parce que en retour, ils fournissaient la Malaisie en gaz rare qui sont utilisés justement dans les enceintes où fonctionnent les imprimantes 3D qui fabriquent ces puces électroniques. Donc, il y a des relations économiques anciennes avec la Malaisie. Et là, effectivement, oui, tu as tout à fait raison. C'est le troisième râteau que s'est pris Trump. Alors, est-ce que du râteau découlera c'est le détroit de Malacca qui passe. Oui, pardon. Oui, pardon. Est-ce que du râteau découlera un petit peu plus de réalisme en politique étrangère? On peut l'espérer parce que malgré tout, on était là dans des négociations commerciales et autant Trump cherche toujours à aller trop vite sur des négociations qui sont d'ordre stratégique et militaire, autant la question des négociations commerciales, il s'y entend un petit peu mieux. Et je pense qu'il a dû prendre note du fait que, oui, on l'a très bien accueilli. Alors, tout le monde a été très courtois avec lui, hein, si tu veux. Ça, c'est une évidence. Oui. Mais il a même tiré la fève. Il a reçu une couronne. Oui. C'est sympa. Bon. Prix de consolation. Bon. Oui, tout à fait. Mais voilà, les différents pays, que ce soit la Malaisie, que ce soit l'Indonésie, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, lui ont dit, oui, on veut avoir des relations correctes avec vous, voire bonnes avec vous pour le Japon, mais c'est pas pour autant qu'on va sacrifier nos intérêts vitaux à votre politique. Et ça, c'est peut-être une différence extrêmement importante entre la politique en Asie et la politique internationale en Europe.
Parce que nous sommes prêts, à l'évidence, à sacrifier non seulement nos intérêts vitaux, mais les fondements même de nos intérêts vitaux à la volonté américaine. Bien, cher Jacques, je crois que ça clôt très bien cette discussion. Donc bientôt, le détroit de Malacca va passer sous empreinte BRICS, puisque Indonésie plus Malaisie égale détroit de Malacca. Et puis, tu fais une ouverture sur l'Europe pour notre prochaine émission, parce qu'on repartira vers chez nous, où il se passe beaucoup de drames et de malheurs, et qui explique peut-être pourquoi tout le monde est un peu dans les brumes, dans les vapeurs éthérées, des gens un petit peu camés par leur propre hubris au minimum. Merci Jacques Je te remercie aussi. Peut-être arrangé parce que c'est un peu compliqué avec ma jambe. Bon, on a réussi. On aurait dû faire ça il y a une semaine, mais comme ça, il s'est passé beaucoup de choses encore. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous tous qui nous écoutez. Si vous avez apprécié ce qu'on a fait et que vous ne l'auriez pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler à vos amis, vos collègues, votre grand-mère, votre cousin et vos cousines, et nous faire connaître, parce que c'est comme ça qu'on est plus fort. Un petit effort pour ceux qui le peuvent. Vous êtes beaucoup à nous suivre. Allez sur Telegram et abonnez-vous à notre fil, parce qu'on sera bientôt, on aura le seuil qui sera intéressant pour nous, ce qui nous permet d'être plus indépendants. Voilà. Pour ceux, et j'oubliais bien sûr, il y a le site fpop.media, fpop.media, qu'on a lancé il y a 2 mois. Je crois que ça marche très bien. J'ai appris que des journalistes, y compris officiels et sérieux, nous suivaient et nous analysent. C'est pas pour rien. Il y a entre autres un certain Jacques Sapir qui a écrit une tribune sur l'attaque Zuckerman, qui est abordée ce vendredi 31 octobre, justement, à l'Assemblée nationale. Et il explique en quoi taxer les riches fait sens pour des gens qui ont accumulé au-delà de ce qui est décent dans l'histoire de l'humanité, mais que cette taxe-là elle-même est un peu absurde. Tout ça est expliqué dans la tribune. Il y a beaucoup d'autres articles. Voilà, il vous suffit de renseigner un email. Il n'y a pas de publicité. Vous pouvez tout lire. Et pour ceux qui ont un peu les capacités et les poches ne sont pas encore complètement percées, de nous aider un petit peu en allant sur notre page Tipeee, Stripe, ou en faisant un abonnement à 2 € par mois. Voilà. Je vous remercie d'avance. Merci encore une fois à Jacques. Et bien, à très bientôt. Merci.